d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, on vous propose de répondre à un petit quiz, donc pour ça, écoutez attentivement. Lien, Si ça va bien. lien, virgule, FR, main navigation, FR, France, navigation, niveau d'entête 2, main navigation, FR, France, liste 4 éléments, lien, découvrir, lien, modèle, lien, refaire, lien, se préparer, que chercher de modifier le texte, vierge, appliquer, rechercher, bouton. La question, c'est, selon vous, qu'est-ce que vous venez d'entendre? Alors, je vous propose de lever la main après chaque réponse. Est-ce que c'était une IA essayant de chanter du rap? Qui pense que c'est une IA essayant de chanter du rap? Personne. Est-ce que c'est un lecteur d'écran d'un site internet? Ok. Le dernier modèle de lecteur de livre audio Turbo? Ou un assistant virtuel après un trop-plein de mise à jour? Effectivement, vous l'aviez compris, c'est un lecteur d'écran d'un site internet, d'ailleurs le site Québec City. Et donc c'était un aperçu de l'expérience utilisateur d'une personne aveugle qui navigue sur un site avec un lecteur d'écran. Vous allez avoir l'occasion d'en voir plusieurs dans les vidéos qu'on va vous montrer par la suite. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va vous parler d'accessibilité web et plus précisément pourquoi penser les sites sous le prisme de l'accessibilité. Donc je me présente rapidement vu que ça a déjà été fait, je m'appelle Johan Texier, je suis UX et UI designer à l'agence LunaWeb. Et donc Justine Nicole, je suis UX Researcher et on est présents tous les deux parce que c'est important pour nous de démontrer que l'accessibilité c'est l'affaire de tous, de toutes et tous. Vous l'aurez remarqué par rapport à notre accent, on n'est pas d'ici, on vient de France et plus précisément de l'agence LunaWeb. Donc LunaWeb c'est une agence de conseil et de design de l'expérience utilisateur sur le web depuis près de 20 ans. Notre conférence ça va être séparée en 4 parties. On va commencer par une rapide introduction sur qu'est-ce que c'est finalement l'accessibilité web, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Dans un second temps, on va regarder ensemble, on va vous montrer notre implication sur le sujet et justement on va vous parler d'une étude qu'on a menée à LunaWeb. Et dans un troisième temps, on va du coup remonter des problématiques qu'on a pu relever pendant cette étude-là et on va les accompagner de leurs solutions pour essayer de les éviter quand on conçoit du web. On va commencer par du coup l'introduction avec une rapide définition. Donc l'accessibilité numérique, ça consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par tous et sur tout type de support. Quand on dit tout type de support, bien évidemment, ça va être tablette, ordinateur, smartphone. Et quand on dit tous, ça va être toutes les personnes qui peuvent être des utilisateurs, y compris du coup, les personnes en situation de handicap, que ce soit moteur, auditif, etc. Ce qui va être intéressant, ça va être de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les personnes en situation de handicap. Donc on va vous partager quelques chiffres intéressants. On sait aujourd'hui qu'il y a près de 8 millions de personnes qui avaient au moins une incapacité en 2022 au Canada. Et parmi ces 8 millions de personnes, on avait 1,5 million de personnes qui avaient une incapacité visuelle en 2017. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent, sachant que dans les 8 millions de personnes, il y a un quart de la population canadienne. Donc c'est vraiment une grande partie des utilisateurs. Et c'est un chiffre qui est assez alarmant quand on voit qu'il y a seulement environ 4,1% des sites qui seraient accessibles dans le monde selon les critères du WCAG. Donc je vais vous en parler par la suite du WCAG. On vous partage aussi quelques chiffres pour les Français. En France aussi, on a 1,7 million de personnes qui sont atteintes d'un trouble visuel. Et on a un chiffre qui est assez intéressant en France, c'est qu'on a seulement 40% des démarches administratives qui seraient accessibles selon certains critères. Donc c'est assez alarmant quand on sait que tout le monde a besoin de remplir des démarches administratives sur le web et malheureusement tout le monde n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui, même en France. Pour ça, pour pallier à ce problème-là, on sait qu'il y a des référentiels aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé précédemment du WCAG, WCAG, donc qui est finalement un référentiel qui liste une grande partie des recommandations qu'il peut y avoir pour rendre un site web accessible. Il est parfois assez technique et difficile à comprendre. Et justement, pour pallier à ça, on a le RGA, dont on est assez fier en France, qui reprend aussi certains critères du WCAG, mais de façon assez claire et simple. Donc je vous conseille de jeter un œil, même si vous n'êtes pas forcément français, ça peut être assez intéressant à regarder. Et aujourd'hui, on va donc plus particulièrement vous parler du handicap visuel. Donc pourquoi est-ce qu'on se concentre principalement sur le handicap visuel? Eh bien parce que c'est celui qui représente le plus de défis, en effet en termes de contraste, d'architecture, de hiérarchie de l'information, d'un point de vue mise en conformité des sites.
Dans le handicap visuel, on retrouve deux grandes catégories. D'abord, on a la cécité. On va avoir la cécité partielle. Là, les personnes vont percevoir des formes. La cécité presque totale, où là, les personnes vont percevoir des lumières, parfois des volumes. Et on a la cécité totale, où là, la personne atteinte n'a aucune perception visuelle, ni perception lumineuse. Et puis, la deuxième catégorie, c'est la malvoyance. Donc en type de malvoyance, on va retrouver l'acuité visuelle réduite. L'acuité visuelle, en fait, c'est la capacité à différencier un élément à plus de 5 mètres. C'est ce test notamment que vous passez chez l'ophtalmo, où on vous demande de réciter les lettres. Et donc là, par exemple, ça peut être la forte myopie. On retrouve aussi le trouble de la perception des couleurs et difficultés dans la perception des contrastes. Là, par exemple, ça va être le daltonisme. Et puis, tout ce qui va être amputation d'une partie du champ visuel, donc l'ADMLA et la rétine pigmentaire. Pour que ça vous parle un petit peu plus, voici des images de ce que les gens perçoivent, donc notamment avec la rétine pigmentaire, on voit le champ visuel réduit. Pareil pour le glaucome, la myopie très forte, ça va être très trouble. Et la chromatopsie, là, on voit uniquement en noir et blanc. Si on se concentre un petit peu plus sur les types de malvoyance qu'on a rencontrés au cours de notre étude, on va retrouver le glaucome, qui concerne plus d'1 million d'individus en France, et plus de 400 000 individus au Canada. Alors là, que peut ressentir la personne plus précisément? Eh bien, on va avoir un lent et tardif rétrécissement du champ visuel. S'il y a une montée de la pression oculaire, là, le patient ressent des douleurs dans l'œil, il y a une rougeur qui apparaît, et puis la vision est aussi floue. Et donc, on vous a montré un exemple, notamment avec l'application via Optasim. Vous pouvez simuler la malvoyance sur les sites. Et deuxième malvoyance qu'on a rencontrée, c'est la rétine pigmentaire. Là, il y a environ 30 000 individus qui sont concernés en France, 3 500 à 4 000 Canadiens. Et ici, que peut ressentir la personne? Eh bien, il y a une perte de la vision nocturne ou lorsqu'il y a un faible éclairage, un rétrécissement progressif du champ visuel périphérique avec une vision en tunnel à un stade plus avancé, et puis une sensibilité à la lumière, et il y a une possible baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vision floue malgré une correction. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, et ce qui était important de dire pour nous en introduction, c'est qu'il y a une grande diversité de handicaps visuels au sein même des grandes catégories malvoyance et cécité, c'est-à-dire qu'il y a autant de difficultés pour naviguer sur des interfaces web. Pour ça, les personnes en situation de handicap visuel utilisent des aides techniques. Donc on va retrouver la synthèse vocale, ce que vous avez entendu au tout début aussi appelé le lecteur d'écran. La plage braille, où là, la personne peut lire le site en braille ou bien écrire en braille. Et les logiciels d'agrandissement qui mettent des zooms assez énormes. Là, vous voyez, la personne, elle a juste en fait, le champ, la partie gauche de son ordinateur qu'elle met en plein écran. Et donc tout ça pour dire qu'à l'agence LunaWeb, on est très impliqué dans l'accessibilité numérique. Très rapidement, donc nos designers ont tous été formés en accessibilité web. Les pôles développement front-end et designer UX suivent une vingtaine de critères du référentiel dont vous a parlé Johan dans chacun des projets. Et on mène aussi très fréquemment, côté pôle UX Research, des tests utilisateurs d'accessibilité pour s'assurer que c'est bien OK en rencontrant les personnes. Mais on a voulu aller plus loin et se doter d'une étude plus riche dont on va vous parler aujourd'hui. Donc l'idée, c'était d'avoir plus de données qualitatives et quantitatives et aussi pouvoir partager, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des clients qui ne... Voilà, c'est assez confidentiel. Et donc pour ça, on a décidé de faire une mission de stage. Et donc c'est Mina qui a réalisé ce stage et notamment cette étude dans laquelle vous allez pouvoir voir de nombreux cas concrets à travers des vidéos. On est très heureux de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Sur l'étude, pour vous donner quelques résultats sur la méthodologie employée, donc il y a eu 11 entretiens de menés avec 5 personnes non-voyantes et 6 personnes malvoyantes. Et ensuite, on a réalisé une phase de test utilisateur là, avec 4 personnes non-voyantes et 4 personnes malvoyantes. Quels étaient les objectifs des entretiens? Eh bien, c'était de cerner les principales difficultés et besoins de ce public. Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en ressentent. Faire un rapide état des lieux de l'accessibilité numérique. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire leurs courses, d'effectuer des démarches administratives, d'aller sur les réseaux sociaux, de se divertir aussi grâce au numérique, de communiquer avec leurs proches. On leur a posé un certain nombre de questions. Et puis l'idée aussi, c'était de savoir quel site on allait tester ensuite en phase de test utilisateur. Et donc,
Sur l'état des lieux, quand on leur a posé la question, selon vous, quels sites sont principalement accessibles? Donc on a eu les réseaux sociaux, les personnes nous ont répondu les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les sites publics, même si tout n'est pas parfait, en tout cas c'était pour les sites publics en France, et les sites liés au divertissement, tout ce qui va être Netflix, Deezer, Audible. Et concernant les sites de grande surface que l'on a chez nous, ils sont accessibles au gré des mises à jour. Et lorsqu'on leur demande quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus sur le web, donc là, les réponses spontanées de 11 personnes, on a 5 personnes qui nous ont parlé des CAPTCHA, donc vous pouvez voir l'image, là c'est ce petit système qui permet de savoir si vous êtes bien un humain et non pas un robot. Les contrastes pour 4 personnes, les formulaires, c'est-à-dire dès qu'il y a un champ à remplir, la police de caractère pour 2 personnes, la taille de caractère pour 2 personnes, et aussi le fait que parfois les sites ont beaucoup trop d'informations, il y a une trop grande quantité d'informations. Et quand on leur demande que faire pour rendre un site accessible, donc là, toujours des réponses spontanées sur 11 personnes. Il y a 6 personnes qui nous ont indiqué d'avoir l'accessibilité au lecteur d'écran, d'avoir des contrastes suffisants, une structure simple et logique, avoir des couleurs adaptées, et aussi tout ce qui concerne, encore une fois, le texte avec la taille et la police. Lisible. Et il y a quand même quelqu'un qui nous a dit « Tout devrait être accessible, on ne devrait pas avoir à choisir ». Donc suite aux entretiens, on a donc mené des tests utilisateurs où là l'idée c'était de comprendre comment est-ce qu'ils utilisaient Internet, notamment comment est-ce que ça s'interconnecte avec leurs aides techniques, et puis de détecter différents problèmes d'accessibilité qu'on va pouvoir vous montrer par la suite dans la 3e partie. Et donc là, pour vous faire un rapide topo sur ce qu'on a testé, on a testé un site de grande distribution avec parcours d'achat, où là les personnes devaient notamment ajouter des produits et réaliser une commande Drive. Donc on était sur des tâches très classiques de la vie quotidienne. Réserver un covoiturage, donc là rechercher, réserver et se créer un compte. Et puis, en bonus, quand on avait le temps, parce que vous allez voir, ça prend énormément de temps quand on est une personne en situation de handicap visuel de naviguer sur ces sites, on leur proposait de réaliser des tâches sur un site de e-commerce de vêtements, avec là notamment l'achat d'une jupe et le filtre sur certains éléments. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'il y a un écart considérable. Donc, quand on cumule les temps des 2 tests, donc réaliser ses courses et aussi réserver un covoiturage, on voit donc que pour les personnes sans déficience, on a fait tester à des personnes sans déficience, en moyenne, ils mettent 4 minutes 53 pour réaliser ces tâches. Les personnes malvoyantes, en moyenne, 13 minutes et 7 secondes. Et les personnes aveugles, 42 minutes et 46 secondes. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'une personne aveugle a mis en moyenne 9 fois plus de temps qu'une personne sans déficience pour utiliser des sites, des actions du quotidien. Et elle a aussi mis en moyenne 3 fois plus de temps qu'une personne malvoyante. Et ce qu'on a noté comme problèmes les plus récurrents, donc qui ont été rencontrés au cours de ces tests, 10 fois on a eu des problèmes liés au formulaire, donc tout élément qui permet d'interagir avec l'interface, 7 fois les pop-in, 4 fois les messages d'erreur et 3 fois les menus déroulants. Donc maintenant, on va vous partager les problématiques qu'on a relevées du coup, pendant cette étude-là avec les tests utilisateurs, et on va essayer de les accompagner avec des solutions pour permettre, vous, demain, quand vous allez concevoir aussi des sites web, de les éviter. Ces problématiques, on les a regroupées en 5 familles de sujets. On va commencer du coup avec la navigation, ensuite les couleurs, on va avoir les formulaires, les médias et on finira par les CAPTCHA. On en reparlera un petit peu plus si vous avez déjà oublié ce que c'était. Donc on va commencer par la navigation. Donc là, ce que vous allez voir, en fait, c'est une personne qui cherche à acheter une jupe. Donc c'est une personne malvoyante. Donc je vais lancer la vidéo. Montre, aide et contacts, Galerie Lafayette, aide et contacts, Galerie Lafayette, graphique, liste de 10 éléments, vente, marque, lien, bannière région, principale région Méditerranée, Manial, entrée Pélien, Diorlien. Je crois que j'ai quitté le truc là. Galerie Lafayette, destination, clic, inspiration du moment. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ça m'a mis. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, donc, lors de sa navigation, il y a eu un pop-in overlay qui a été ouvert de façon inattendue, comme vous avez pu le voir. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines catégories qui ont été ignorées dans le menu.
Et là, ici, l'utilisateur a jugé plus simple de quitter la page plutôt que de chercher à savoir où il se trouvait. Donc effectivement, ce que disait Justine précédemment, la personne qu'on a vu naviguer précédemment sur le web utilisait un lecteur d'écran, et du coup pour naviguer il utilisait sa touche tabulation, donc on voit encadré en bleu juste ici, qui permet du coup de scanner l'intégralité des éléments à l'intérieur du site web. Vous vous en doutez, du coup ça prend beaucoup de temps déjà de scanner l'intégralité d'un site web, et du coup il va falloir essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus logique possible. Donc côté développement, on va essayer de garder une sorte de logique, c'est-à-dire que si on commence à mettre les tabulations dans un ordre, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas, on va essayer de faire en sorte que ce soit comme ça sur tout le reste de la navigation du site web, pour qu'on ait une navigation la plus logique et la plus compréhensible possible. Donc on voit juste ici le déplacement d'une tabulation du lecteur d'écran avec la tabulation donc, en haut à gauche, de haut en bas. Vous en doutez, quand on utilise un lecteur d'écran, du coup c'est assez chronophage de scanner l'intégralité d'un site web. C'est-à-dire que quand on est intéressé par ce qui est tout en bas, on va perdre beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle nous, on vous recommande fortement d'utiliser des liens d'évitement. Donc les liens d'évitement, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait finalement des raccourcis qui vont vous permettre de téléporter en fait le lecteur d'écran à l'endroit qui va intéresser l'utilisateur. Donc par exemple un utilisateur qui va s'intéresser au pied de page parce qu'il cherche, je sais pas, les réseaux sociaux, en fait on va lui proposer dès la première fois qu'il va appuyer sur la touche tabulation des liens d'évitement, donc une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va proposer à l'utilisateur d'aller soit dans le menu navigation principal, soit dans le contenu de la page, ou alors dans le pied de page. L'autre chose qui est vraiment aussi importante, ça va être de proposer aux utilisateurs le plus de systèmes de navigation possible. Effectivement, on s'est rendu compte avec les tests utilisateurs que tous les utilisateurs ne naviguent pas de la même façon sur le web. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir tendance à proposer plusieurs choses. Donc, il y a le menu navigation principal que vous voyez en haut à gauche qui est relativement connu, donc où on va répertorier les entrées principales d'un site web, donc qui est devenu un peu une base sur le web. Mais il y a aussi le plan du site qu'on peut avoir tendance à oublier parfois parce qu'il n'est pas forcément très visuel, mais finalement pour une personne en situation de handicap, ça peut permettre de trouver très rapidement une page à travers cette arborescence très simple. L'autre point aussi qui peut être intéressant, ça va être de mettre en place, pourquoi pas, des moteurs de recherche quand vous le pouvez. Effectivement, côté design, on peut avoir tendance à penser que quand on met en place des moteurs de recherche sur des sites web, on a peur que ça peut générer de la frustration parce qu'il n'y a pas forcément de résultats de recherche, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Mais finalement, en fait, pour ces personnes en situation de handicap, on peut se rendre compte que ça peut vraiment leur faciliter leur navigation. Donc ça peut être intéressant vraiment de les mettre certaines fois en place. Le dernier point aussi qu'il ne faut surtout pas oublier aussi, ça va être le fil d'Ariane quand on rentre dans des pages un peu plus profondes. Donc c'est le petit chemin d'accès en fait qui va vous permettre de revenir sur les pages précédentes. Surtout, c'est vraiment utile surtout quand vous avez une navigation qui rentre dans des catégories, etc. L'autre point que vous avez pu voir sur le test utilisateur précédent, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une pop-in qui s'est ouverte pendant la navigation de l'utilisateur et en fait, sa tabulation s'est bloquée à un endroit et il n'a pas forcément compris ce qui s'est passé. Donc en fait, déjà dans un premier temps, moi ce que j'aurais tendance à vous recommander côté UX, ça va être d'éviter finalement d'utiliser des pop-in parce que finalement c'est quelque chose d'assez intrusif. C'est comme si vous étiez dans la rue et que d'un coup on vous donnait un panneau devant le visage pour vous dire attention il y a une offre ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment intrusif. Malheureusement on ne peut pas toujours s'en passer, il y a des fois où on a vraiment besoin de se servir de ce système-là. Donc ce qu'on va plutôt recommander côté développement, c'est que quand on en affiche, essayez de faire en sorte que la tabulation, c'est-à-dire quand on utilise le lecteur d'écran, qu'il se bloque vraiment à l'intérieur de la pop-in et qu'il ne crée pas de bug et qu'il aille derrière le site web qui peut du coup rendre une navigation assez incompréhensible. Donc vraiment essayer de bloquer sa navigation dans la pop-in en l'obligeant à l'utilisateur de soit faire la croix pour fermer ou de faire une action si c'est nécessaire. Et donc on va passer maintenant à la deuxième problématique, que sont les couleurs. Donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer quelque chose en vidéo, donc on a des verbatims et des images, et là voici ce qu'un répondant malvoyant nous a dit. Souvent il y a des problèmes de contraste, comme je ne vois pas les couleurs, les contrastes sont difficiles pour moi, j'ai besoin d'un fond sur les sous-titres.
Et puis là, par exemple, ici, donc, on avait un utilisateur malvoyant qui passe donc toute son interface en mode sombre, comme vous pouvez voir en haut. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'image de fond est restée blanche. Donc ça provoquait un certain éblouissement de sa part et ça l'a gêné au cours de sa navigation, parce qu'en fait, il a une photophobie, donc c'est la sensibilité accrue à la lumière. Donc, ce qui est connu quand on parle en général d'accessibilité, ça va être les contrastes de texte. Effectivement, ça peut sembler assez évident de ne pas forcément écrire en bleu sur un fond bleu parce que ça va être assez peu contrasté et illisible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, même si c'est assez passionnant ce sujet-là. Ce que je vais plutôt vous recommander, c'est en phase de conception, surtout en tant que designer, de vraiment essayer de checker le plus souvent possible avec des outils pour voir si à chaque fois que vous créez des nouveaux styles de texte, s'ils sont toujours lisibles. Donc pour ça, il y a des outils qui marchent vraiment très bien comme Stark Accessibility ou Color Contrast Analyzer qui sont gratuits et qui vous expliquent très rapidement, selon par rapport à la taille de texte et de couleur, si tout marche bien et si tout est bien accessible. Ce qui est pour le coup moins connu quand on parle d'accessibilité et de couleur, ce sont les contrastes non textuels sur les composants d'interface qui portent des informations. Celui que je vois assez souvent justement, c'est le deuxième avec les étoiles jaunes sur fond blanc. Donc ça, c'est une information qui est très importante quand par exemple vous allez naviguer sur un site web pour réserver un logement, vous avez besoin de savoir quelle est la notation. Et là, par exemple, justement, on a un élément qui est porteur d'information, mais qui peut être illisible pour des personnes en situation de handicap visuel. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire que si vous avez des éléments graphiques qui sont porteurs d'informations, eh ben, faire en sorte d'avoir des contrastes le plus évident, le plus contrasté possible. Donc là, justement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un contraste de 3.1. Donc 3.1, c'est un contraste qui se calcule justement avec les outils que je vous ai présentés précédemment. Bien évidemment, quand on parle de contraste non textuel, on n'est pas obligé d'utiliser tous les éléments graphiques pour qu'ils soient accessibles à tous. Il faut vraiment faire en sorte que ceux qui sont porteurs d'informations le soient, en tout cas visuellement. L'autre point qu'on voit aussi assez souvent, malheureusement, ce sont les informations données par la couleur. Justement, quand vous avez rempli, par exemple, un formulaire et que vous avez oublié de remplir un champ textuel, parfois un formulaire va juste afficher en rouge l'élément qui n'a pas été rempli. Malheureusement, c'est une information uniquement visuelle et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas restitué par les lecteurs d'écran. Donc, dans les cas où vous avez ce type d'erreur qui s'affiche ou d'autres informations qui sont données par la couleur, privilégiez toujours aussi une seconde approche qui peut être du coup textuelle pour informer les utilisateurs avec des lecteurs d'écran. Donc on arrive à la troisième grande problématique que sont les formulaires. Donc là, ici, encore un verbatim qui est assez parlant. Quand je suis sur un formulaire, j'essaie d'être autonome pour ne pas que ma femme soit tout le temps derrière mon dos. Et des fois, je bloque parce qu'il y a une erreur et je ne vois pas l'erreur. Et la synthèse vocale ne me dit pas, et souvent, j'abandonne. Là, on est sur un répondant malvoyant. Et puis, donc là, on va vous partager une autre vidéo où donc là, la personne est en train de réserver un covoiturage et elle veut créer son compte. Et donc pour ça, elle souhaite rentrer sa date de naissance. Si votre date de naissance en utilisant le format //ANELI, verrouillage des majuscules activé. On va marquer n'importe quoi. 5, 9, non. 04, On va mettre une adresse 1, 2, parce que c'est 2000. bouton continuer. Attention, cette date est erronée. Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'était très très petit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur rentre sa date de naissance, mais en fait, il ne voit pas qu'il y a déjà la barre oblique qui est donnée par l'interface, donc il la met à nouveau de son côté. Donc il a 2 barres obliques, ce qui crée une date erronée. Et en plus, donc, le message d'erreur date erronée apparaît, mais à aucun moment on lui explique pourquoi est-ce que sa date est erronée. Et donc là, lors de nos tests, il y a 2 utilisateurs aveugles qui se sont retrouvés coincés sans comprendre pourquoi. Autre exemple, là ça va aller très très vite, c'est une vidéo de quelques secondes, mais c'est une personne donc aveugle qui essaie de rentrer son adresse postale pour réaliser sa commande Drive. B. Verte. B. Espagne. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il essaye de rentrer son adresse postale.
Des suggestions lui sont données, mais du coup, l'utilisateur n'en est pas informé vocalement qu'il y a des suggestions d'adresse, qui lui simplifierait la vie de savoir qu'il aurait juste à cliquer pour rentrer son adresse postale. Et là, ici, il a passé plus de 10 minutes à écrire lettre par lettre son adresse postale. Et enfin, dernière chose sur un calendrier pour réserver sa date de covoiturage. Je sais pas comment on change la date, du coup. Donc là, en fait, la personne n'a pas vu qu'un calendrier s'était ouvert. Elle a cliqué sur « Aujourd'hui » et elle essayait de taper la date, mais elle n'a pas été informée par son lecteur d'écran que ça ouvrait un calendrier. Donc elle n'a pas compris qu'elle était arrivée sur un calendrier et qu'elle devait sélectionner la date. Ici aussi, on a 2 testeurs qui sont restés bloqués sur ce calendrier. Donc effectivement, la toute première vidéo que vous avez vue, c'était une personne qui a bloqué à cause d'un placeholder. Donc un placeholder, qu'est-ce que c'est? C'est le petit texte que vous pouvez voir parfois quand vous remplissez des formulaires dans un champ textuel qui va être souvent un peu grisé pour vous donner une information. Alors en fait, ces placeholders-là, ils peuvent paraître assez esthétiques. Malheureusement, ils ont plusieurs problématiques. La plus évidente, ça va être le contraste qui est insuffisant. Effectivement, si on écrit en gris clair sur du gris clair, ça va être totalement illisible. Et malheureusement, si on essaye de rendre ça plus lisible, par exemple en le mettant avec du gris foncé sur du blanc, et ben, finalement, en fait, on peut donner l'impression que ce champ est déjà rempli. Donc, ce n'est pas forcément une meilleure pratique. L'autre problématique aussi, c'est qu'on sait que certains lecteurs d'écran ne vont pas forcément restituer le contenu de ce placeholder, et du coup, l'utilisateur peut perdre l'information, comme là, par exemple, on a l'information du format de la date. Le dernier point aussi, c'est que quand on a un placeholder qui est affiché dans un champ, quand on clique dessus, vous avez sûrement déjà vu ça, en fait l'information à l'intérieur va disparaître pour laisser apparaître ce que vous allez commencer à écrire. Et en fait, ça aussi, ça peut être problématique pour des personnes ayant des troubles de la mémoire ou de l'attention, parce qu'ils peuvent oublier ce qui était écrit à l'intérieur et du coup perdre l'information nécessaire. L'autre point que j'aurais à vous donner principalement quand vous utilisez, quand vous créez des formulaires, c'est d'essayer au maximum d'éviter de créer des erreurs pour les utilisateurs. On sait bien, quand on remplit un formulaire et qu'on a une erreur, forcément ça génère de la frustration. Donc la meilleure façon d'éviter cette frustration, ça va être d'expliquer le mieux possible le contenu d'un formulaire, donc être le plus explicite possible, par exemple en précisant en haut du formulaire quels sont les champs qui vont être vraiment obligatoires avant la complétion, et même essayer d'être le plus explicite possible sur chacun des champs qui sont obligatoires à remplir. Ce qu'on a tendance à voir souvent dans, par exemple, des formulaires, c'est des petites étoiles qui vont nous indiquer les champs obligatoires. Malheureusement, ça c'est pas forcément explicite pour tout le monde, et en plus de ça, c'est vraiment un élément visuel très petit et qui peut du coup complètement passer à la trappe et du coup générer des erreurs. Le dernier point aussi, ça va être d'indiquer simplement le format attendu. Si par exemple vous avez un champ textuel qui va être un petit peu complexe à comprendre, comme par exemple une adresse email, ça peut être intéressant de préciser simplement le format qui est attendu, comme un exemple d'adresse email juste au-dessus du champ. Le dernier point aussi, c'est que malheureusement, quand on a des formulaires, il faut aussi prévoir les messages d'erreur. Même si on essaie de les éviter au maximum, il peut toujours y en avoir, donc on va essayer de faire en sorte de bien les afficher. Et justement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans les tests utilisateurs. Parfois, ils s'affichent avec une petite popine en haut à droite, ou parfois c'est tout en bas et ça se voit pas. Donc en fait, une des meilleures façons d'afficher un message d'erreur, ça va être de l'afficher au plus proche du champ qui est concerné. Et nous, justement, à LunaWeb, on a un affichage qui est un petit peu atypique, c'est qu'on préfère l'afficher juste en dessous du label, entre le label et le champ. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est l'ordre le plus logique pour les restitueurs d'écran, pour les lecteurs d'écran, pardon, parce qu'ils vont commencer d'abord par lire le label, juste ensuite l'erreur, et juste après ils vont pouvoir corriger cette erreur. Donc on trouve ça assez intéressant. Il y a des référentiels qui conseillent de le mettre juste en dessous du champ. Nous on trouve que c'est pas forcément optimal, parce que parfois quand on va cliquer sur un champ textuel, on va avoir des suggestions qui vont s'afficher et du coup masquer l'erreur,
ou alors même tout simplement sur votre portable, quand vous cliquez sur un champ textuel, vous avez votre clavier virtuel qui va potentiellement aussi masquer l'erreur. Donc ça peut être problématique, c'est pour ça que nous, on recommande de le mettre juste ici. Le dernier point qu'on a vu sur la dernière vidéo aussi, c'était la problématique des calendriers. Alors on voit par exemple l'exemple juste en dessous avec Airbnb où ils ont un super calendrier quand on veut sélectionner une date qui permet d'afficher 2 mois. C'est super intéressant, surtout quand on a des voyages qui chevauchent 2 mois. Sauf que, en fait, on a vu avec ce calendrier-là que en fait, l'utilisateur ne peut pas renseigner la date simplement avec des chiffres. Et pourtant, c'est beaucoup plus rapide de le faire pour des personnes en situation de handicap. Donc une des recommandations qu'on aurait à vous donner, ça va être d'afficher le calendrier que vous souhaitez utilisable au clic, mais de laisser aussi une alternative qu'on peut remplir simplement avec des chiffres au clavier. L'autre conseil aussi que j'aurais tendance à vous donner sur les formulaires, ça va être de privilégier un maximum les composants de formulaire natifs. Alors ça, c'est plutôt côté développement, mais ça concerne aussi un peu le design. Je m'explique. Quand on va avoir tendance à designer une interface, on va avoir tendance à vouloir faire quelque chose d'élégant et cohérent partout. Et du coup, quand on a des champs textuels, on essaye aussi en général de rendre tout ça un peu plus joli. Malheureusement, quand on demande à un développeur de faire ça, en fait, ça va lui demander beaucoup plus de temps si on stylise ces champs textuels-là, parce que du coup, il va falloir le tester sur tous les supports, c'est-à-dire mobile, tablette, ordinateur, mais il va aussi falloir le tester sur tous les navigateurs. Et là, du coup, ça va demander beaucoup de temps, et être sûr que tous les lecteurs d'écran y arrivent, ça va demander encore beaucoup plus de temps. Donc vraiment, quand vous utilisez des formulaires et que vous essayez de styliser des champs textuels, je vous recommande de vraiment bien vous poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que le développeur derrière il va être capable de le faire dans le budget qui est requis. Et on arrive à notre quatrième problématique, que sont les médias, donc tout ce qui va être vidéo, image. Et donc là, vous allez voir une personne malvoyante qui fait ses courses et qui cherche un pot de confiture en particulier. Donc là, on est sur un... Voilà, donc ça veut dire que là, vous voyez, on n'a pas notre... là, ça marche pas. Donc c'est pas accessible l'image. Donc là, le testeur le dit très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que les images n'ont aucune transcription écrite, donc il ne sait pas du tout sur quel pot de confiture il se situe. Donc là, c'est un cas assez basique. Finalement, en fait, la balise alt, donc alternative, dans le code n'était pas renseignée et du coup, l'utilisateur perdait l'information. On peut aussi voir ça assez souvent, malheureusement, dans certains sites web où on utilise un pictogramme pour donner une information et juste à côté un texte. Là, justement, on a le cas avec un pictogramme téléphone et un pictogramme, on imagine, fax, qui donne l'information de la différence entre les deux numéros de téléphone. Donc côté design, bien évidemment, moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander d'éviter un maximum de faire ça. Et si vous voulez mettre des pictogrammes, vous pouvez le faire, mais rajouter aussi le texte juste à côté, ça permet d'être le plus compréhensible pour tous, et même sans handicap, justement, parce que les pictogrammes, il y a plusieurs façons de les interpréter, et on n'a pas tous la même façon de le faire. La dernière chose, c'est que quand vous ne pouvez pas malheureusement afficher du texte, ça va être de bien renseigner du coup cette balise alternative côté développement. Malheureusement, une balise alt, ça ne suffit pas pour décrire tous les médias, comme par exemple justement les médias complexes, comme les vidéos, les infographies, les choses comme ça qui demandent beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, pardon. Et du coup, ce qu'on va vous recommander, ça va être d'afficher ce type de système. Donc là, on l'avait fait pour Rennes Métropole, donc la ville d'où on vient, où on avait un accordéon en dessous une vidéo qui s'affichait pour détailler en fait le contenu de la vidéo. Et on arrive à notre cinquième et dernière problématique avec les CAPTCHA. Et donc là, ce que vous allez voir, en fait, c'est une personne donc, qui remplit un formulaire et elle tombe sur le CAPTCHA à la fin. Donc je mets rien, juste comme ça. Alors, c'est quoi ça? Ah, ce serait pas cheminée par hasard. Tac. On va essayer. Tac. C'est chiant, c'est
Voilà, vous avez le droit à un petit c'est chiant, c'est machin à la fin. Donc là, ce qui se passe, donc déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a un écran très zoomé. Alors, ça, c'est qu'une partie du formulaire. Normalement, la page est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, elle ne voit pas la consigne en entier du CAPTCHA. Et en plus, la consigne est en anglais. Et donc, il existe parfois des alternatives audio. Donc là, je vais vous en montrer, faire entendre une. Vous allez me dire si vous savez à quoi ça correspond. Voilà, donc là, le son est censé être retraduit par écrit. C'est complètement incompréhensible, c'est pas en français. Donc effectivement, les CAPTCHA, vous en avez sûrement vu plein de différents à travers votre navigation, surtout ces dernières années. On en a vu beaucoup de différents et maintenant on en voit de moins en moins parce qu'on voit beaucoup le fameux reCAPTCHA de Google avec « Je ne suis pas un robot ». Malheureusement, en fait, tous les CAPTCHA du coup, qui existent ont, en tout cas pour l'instant, beaucoup de contraintes et il n'y en a pas forcément un de parfait. C'est-à-dire que par exemple, justement, le cas de Google CAPTCHA, qui permet du coup de filtrer les personnes robots et les humains, a une problématique, c'est que quand vous remplissez, quand vous répondez à ce questionnaire, en fait, vous enrichissez l'IA de Google et c'est pas forcément quelque chose de très explicite. Donc là, ça pose des questions côté transparence. Et en plus de ça, c'est un système qui est assez lourd sur une page à charger. Il y a plein d'autres CAPTCHA qui existent, comme les puzzles, qui, eux, ont des problématiques parce que c'est un geste complexe à faire. Il y a aussi les questions-réponses, mais qui manquent de sécurité. On a aussi les extraits sonores, mais qui, du coup, sont inaudibles. Donc, je ne vais pas tous vous les énumérer ici. En fait, il y a beaucoup de systèmes qui existent, mais malheureusement, ils ne sont pas aujourd'hui parfaits. Du coup, ce que j'aurais tendance à vous recommander aujourd'hui, ça va être d'essayer de, aujourd'hui quand vous concevez des sites web, d'essayer de faire en sorte de vous poser déjà la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Dans le cas où malheureusement vous en avez vraiment besoin côté sécurité, et ben en fait on va vous recommander d'essayer de vous poser les questions si c'est accessible à tout le monde, si vous avez des données personnelles à ne pas retranscrire, si vous avez une notion d'éco-conception sur votre site web. Donc il y a plusieurs enjeux à avoir et grâce à toutes ces questions-là, vous pouvez essayer de trouver le CAPTCHA qui correspond le mieux. Malheureusement, il ne sera pas parfait. Donc gardez en tête d'essayer de bien le choisir et aussi de proposer, en tout cas dans tous les cas, une alternative, c'est-à-dire si c'est un questionnaire visuel, essayer de proposer une alternative sonore et audible de préférence. On arrive du coup à notre conclusion. Je pense que vous l'aurez compris, il est vraiment important de rendre l'utilisation des sites web accessible à tous pour prendre en compte, accessible à tous et de prendre en compte tous les types de handicap. Pour ça, il y a des ressources de bonnes pratiques qui sont à votre disposition pour rendre un site web accessible dès le début de la conception. Donc on vous en a parlé tout à l'heure, c'était justement le WCAG, WCAG et le RGA en France qui peuvent vous aider pendant la conception à rendre des sites accessibles. Mais on vous recommande aussi de regarder le livre blanc qu'on a créé côté LunaWeb, qui est justement, aujourd'hui, la conférence qu'on vous montre, c'est un condensé de ce livre blanc, donc toute l'étude qu'on a menée à LunaWeb, donc qui peut détailler un peu plus toutes ces problématiques et vous donner encore plus de bonnes pratiques. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, je pense que ça ne suffit pas pour rendre un site accessible. On va plutôt vous recommander aussi quand vous concevez, d'aller à la rencontre des utilisateurs pour comprendre au mieux leurs obstacles. Voilà. Et donc pour ça, quelques petites astuces très rapidement pour mener des tests d'accessibilité, si vous n'avez pas l'habitude d'en mener. L'idée, ça va être dans un premier temps de réaliser une session de test UX avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pourquoi? Parce que ça va permettre de valider tout le côté UX et donc de s'affranchir d'une problématique UX lorsqu'on va réaliser les tests avec les personnes en situation de handicap. Ensuite, ça va être dans un second temps, donc quand on réalise les tests avec les personnes en situation de handicap, ça va être de choisir les mêmes tâches à réaliser que celles avec les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pourquoi? Parce que dans une logique d'un web accessible à toutes et tous, on devrait avoir les mêmes parcours utilisateurs, peu importe la personne qu'on est. Et puis, troisième chose, vous aurez
probablement des difficultés à trouver des usagers représentatifs et en situation de handicap, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles d'utiliser le service. Moi, par exemple, j'ai réalisé une étude sur des personnes qui venaient de perdre leur conjoint, donc c'était un petit peu compliqué de trouver des personnes qui venaient de perdre leur conjoint et qui, en plus, étaient en situation de handicap dans un délai assez court. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des personnes en situation de handicap de réaliser ces tâches-là. L'idée, c'est vraiment de vérifier avant tout. C'est pas grave, il vaut mieux tester que pas du tout. Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire au mieux. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'homogénéité des profils, en UX, on va souvent réfléchir par archétype usager, persona pour réaliser les tests. Là, vous l'avez vu, il y a plein de spectres de handicap possibles, et parfois même, on a des polyhandicaps avec des difficultés auditives, visuelles ou moteurs. Donc c'est pratiquement impossible d'avoir exactement plusieurs fois le même profil. Donc encore une fois, c'est pas grave, il vaut mieux tester que pas du tout. Donc là, notamment, voilà, vous avez quelques photos des tests utilisateurs. C'était le monsieur avec la plage braille. Là, ici, c'était une personne qui était déficiente visuelle. Et donc, vous pouvez voir le site en haut tel qu'il est et elle telle qu'elle le met avec ses contrastes inversés. Elle a programmé tout son ordinateur pour que ce soit comme ça. Et puis là, une personne qui navigue réellement comme ça, aussi zoomée sur son smartphone, sur les sites internet. Donc, elle ne voit que 2-3 mots du site. Et on terminera par vous dire que décideurs, décideuses, gestion de projet, conception, design, développement technique, contribution éditoriale, tous les corps de métier, on a tous un rôle à jouer dans l'accessibilité web. Merci.